Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette dernière vidéo sur les séries de Fourier. Ouf! Alors, c'est pas la moins importante puisque le théorème de Parseval avec le théorème de Dirichlet, c'est un peu les deux mamelles, si j'ose m'exprimer ainsi, de la théorie de Fourier. Enfin, en tout cas, pour les exos qu'on a en licence, c'est vraiment les deux trucs qu'on utilise tout le temps. D'accord? Donc voilà, on a fait beaucoup de choses jusqu'à présent. On a démontré Bessel, on a démontré Dirichlet, on a démontré Fégère et tout ça. Et je vais utiliser tout ça pour démontrer Parseval. Ok, donc voilà, il y a d'autres méthodes pour le démontrer, mais c'est celle-là que j'ai construit en fait pas à pas. J'espère que vous avez réussi à suivre tout ce qui a précédé et du coup vous allez pouvoir comprendre la preuve de cette chose-là. Mais même si la preuve vous échappe, il est vraiment important de comprendre le théorème de Parseval, l'égalité qui est là, et de pouvoir l'appliquer pour faire des exos. D'accord? Voilà. Donc la formule est surtout importante à connaître. La preuve, bon, elle est intéressante, elle est marrante, mais c'est vraiment la formule, je ne devrais pas dire ça, mais c'est vraiment la formule qu'il faut savoir, quoi. Ok, allez. Donc voilà, donc je vais vous expliquer ce que c'est que la convergence en moyenne quadratique. On va évidemment donner l'égalité de Parseval. On va l'appliquer au calcul de somme de série. Et puis ensuite, on va voir une inégalité qui est un petit peu moins connue, mais qui peut être marrante. L'inégalité de Wertinger. En fait, en soi, je vais surtout l'utiliser pour démontrer celle d'après, l'inégalité isopérimétrique. Donc, je ne sais pas si vous la connaissez, celle-là, mais ça, c'est un truc plutôt joli et qui peut se démontrer relativement facilement avec les séries de Fourier. Donc, on va en profiter pour démontrer ce théorème-là. Si vous ne connaissez pas, vous verrez, c'est très très chouette. Ok, allez, allons-y. Alors, on commence comme d'habitude par un rappel sur les notations. Donc normalement, vu qu'on en est à la 7e vidéo sur la série de Fourier, vous les connaissez. Donc voilà, je vous rappelle que je prends des fonctions qui sont périodiques, de période t, continues par morceau, et la somme partielle de la série de Fourier, voilà, donc j'ai noté A0 de f sur 2 plus cette somme-là. Oméga, c'est 2pi sur t, je vous rappelle, c'est la valeur pour que ces fonctions-là ici soient 2pi périodiques, enfin soit grand t périodique plutôt. Donc an de f, c'est 2 sur t intégrale de f de t cos n oméga t, bn de f c'est 2 sur t intégrale de f de t sinus n oméga t. On peut évidemment calculer ça parce que f est continu par morceau, donc sur une période, il n'y a pas de problème. Et alors une petite subtilité maintenant, les CM0, alors c'est les fonctions qui ont toutes ces propriétés-là, qui sont t périodiques, continues par morceau, mais alors en plus, j'ajoute une petite propriété, là, celle-ci, là, qu'on ne comprend pas forcément, qui dit qu'en tout point, f de x est égal à la moyenne de sa limite à droite et de sa limite à gauche. Oui, alors bon, en fait, ça veut dire que là où elle est continue, il n'y a pas de problème, la limite à droite, la limite à gauche, c'est f de x, donc ça ne change rien. Mais ça veut dire que là où il y a un saut, quand elle continue par morceau, alors elle prend la valeur milieu entre la limite à droite et la limite à gauche. On a vu cette astuce dans la preuve de l'inégalité de Bessel. Pour avoir un produit scalaire sur E, enfin sur cet ensemble-là, on peut avoir un produit scalaire parce que forcément, si l'intégrale de f au carré vaut 0, clac, elle ne peut pas avoir des valeurs non nulles, quoi. Elle continue par morceau, a priori elle pourrait, mais avec cette contrainte, elle est forcément nulle partout, donc on a bien une norme, etc. Et un produit scalaire, donc sur CM0, qu'on a défini comme 2 sur t, somme de 0 à t de f de t g de t. Pourquoi le 2 sur t? Simplement pour que du coup Bn de f, ce soit le produit scalaire de f avec la fonction sinus n oméga t, vous voyez. Et puis que n soit le produit scalaire de f avec la famille 2 sur t cos n oméga t. Et puis cette famille-là, elle est une famille orthogonale, même orthonormée, on l'a déjà vu, etc. Et c'est comme ça qu'on a démontré Bessel. Bref, donc voilà, on a ce produit scalaire-là. Et bien du coup, la norme de... Vous savez que la norme de f, c'est la racine du produit scalaire de f avec lui-même. Donc ça fait la racine de 2 sur t intégrale entre 0 et grand t de f de t au carré dt. Ok? Voilà, voilà, voilà. Donc tout ça, on a vu ça, hein, c'est voilà, regardez les trucs sur Bessel si vous ne l'avez pas vu parce que ça va servir. Il y a des petites remarques que j'ai faites dans la vidéo sur Bessel qui vont servir dans cette vidéo-là. Ok, il s'est passé du temps entre les deux, mais bon. Voilà, voilà. Alors voilà les résultats. Premier résultat, donc si je prends f dans mon ensemble CM0, des fonctions continues par morceau qui vérifient la petite condition, et donc avec la norme euclidienne, enfin la norme du produit, c'est pas euclidienne parce que c'est pas de dimension finie, mais la norme du produit scalaire. Donc voilà, la norme hilbertienne. Bref, non, c'est pas forcément complet. Donc, comment on dit? Bon, je sais pas. Enfin, la norme issue du produit scalaire, Sn-f tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Ok, donc ça, vous voyez, est-ce que ça veut dire qu'une suite converge vers une autre, vers une limite, hein, un tend vers L, ça veut dire que distance de un à L tend vers 0, vous voyez. Et donc, s'il y a plein de distances différentes, il peut y avoir plein de sortes de convergences. En l'occurrence, convergence uniforme, c'est quand c'est norme infinie ici, de Sn-f tend vers 0. Mais là, c'est pas le cas, c'est une autre norme, vous voyez. Donc, c'est une autre convergence. Et donc pour cette norme-là, on appelle ça la convergence en moyenne quadratique, d'accord? Puisque c'est l'intégrale de f carré en fait qui converge. Autrement dit, vous voyez, si je reformule ça, ça veut dire que, bon, j'ai enlevé la racine, ça ne change pas grand-chose, l'intégrale de Sn de x moins f de x au carré tend vers 0 quand n tend à plus infini.
Okay, donc voilà ce qu'on appelle la convergence en moyenne quadratique. Hein. Pourquoi moyenne? Parce que c'est une intégrale, et quadratique parce que c'est au carré. Okay, mais c'est bien une convergence au sens classique d'une convergence. Hein. On prend une norme, on a une convergence. Alors en dimension finie, toutes les normes étant équivalentes, une suite converge vers UN vers L pour une norme, elle converge vers L pour toutes les normes. Donc voilà, on a un peu l'impression que UN tend vers L, c'est en soi. C'est conceptuel, ça dépend que de la suite. Mais en fait, non. Et là, c'est plus dur. En dimension infinie, UN peut tendre vers plusieurs trucs suivant les normes. Enfin, vous voyez, en tout cas, elle peut ne pas tendre vers F pour la norme infinie et tendre vers F pour cette norme-là. Vous voyez. Oui, donc bref, elle peut diverger pour des normes, converger pour d'autres et tout. Enfin voilà, c'est bien plus compliqué que ça. Et donc on a vu que si f était C1 par morceau et continu par exemple, eh ben, Sn moins f tendait vers 0 pour la norme infinie, ok, mais là si on prend juste que f est continu par morceau, donc on les hypothèses les plus minimales qu'on a a priori pour pouvoir calculer les coefficients de Fourier, eh ben, ça tend vers 0 pour cette norme-là. Ok. Voilà, dire bon d'accord. Et là où c'est chouette, c'est qu'en fait, ce CM0 que j'introduis pour avoir ma norme, pour avoir mes espaces, voilà, mes pré-hilbertiens réels, etc., etc., en fait, je m'en cogne complet. Je peux conclure la condition sur n'importe quelle fonction continue par morceau et t périodique. J'ai la même condition. Pourquoi? Parce que si on y réfléchit bien, les coefficients de Fourier de f, ils ne changent pas quand je change les valeurs à un nombre fini de points. Donc si elle est continue par morceau, mais que les valeurs en les points ne sont pas du tout au bon endroit, ces coefficients de Fourier ne changent pas. Donc la série de Fourier de f ne change pas. Ok? Bon. Et cette intégrale-là, si je change les valeurs de f en un nombre fini de points, cette intégrale-là ne change pas non plus. Autrement dit, ça, c'est pareil que ça. Même si f ne vérifie pas les conditions au point, bah, cette intégrale-là vaut la même chose que cette intégrale-là, en fait, parce que Sn c'est le même, et puis l'intégrale, bah, c'est la même. Et donc ça tend aussi vers 0. Parce que ça égale ça, donc ça tend vers 0, donc ça tend vers 0. Donc en fait, c'est ça qui est rigolo, c'est qu'on passe par les fonctions un peu bizarres, là, avec la condition, là, pour réussir à avoir les théorèmes sur les normes et tout ça, mais en fait, après, le résultat final, il marche tout le temps. Voilà, voilà, voilà. Donc c'est ça, la convergence en moyenne quadratique. Ok. Alors, avant de le démontrer, on va faire une petite première conséquence, parce que je l'avais annoncé dans la vidéo d'avant, et puis voilà, j'ai les profs qui disent « on verra plus tard ça », et qui après, ils ne le font pas, c'est toujours un peu énervant. Alors souvent, c'est parce qu'ils oublient, hein, mais... Ouais, ça arrive. Là, je vous ai promis dans la vidéo précédente hein, où on avait vu que si deux fonctions étaient continues et avaient les mêmes quotients de Fourier, forcément elles étaient égales. Je dis oui, alors si elles sont juste continues par morceau et avec les mêmes quotients de Fourier, on peut démontrer qu'elles sont égales presque partout. Eh bien, on va le faire. Donc, c'est pas bien dur, hein, parce que, voilà, si je prends l'intégrale entre 0 et grand T de f de x moins g de x au carré, eh bien, je vais faire l'inégalité triangulaire, vous savez, puisque ceci est une norme. Alors, j'ai pas mis le 2 sur t, mais ça change strictement rien. Vous voyez, multiplier tout par racine de 2 sur t, c'est la même chose. Hein. Donc, c'est une norme, donc on a l'égalité triangulaire, vous savez, une norme de a plus b, ça plus ça, c'est plus petit que norme de a plus norme de b, d'accord? Donc là, j'ai fait moins Sn plus Sn. Ok, donc ça fait f de x moins Sn de x, g de x moins Sn de x. Alors Sn, c'est quoi? C'est la série de Fourier de f, mais qui est égale à la série de Fourier de g, puisque ils ont les mêmes coefficients de Fourier. Ok, donc c'est bien, voilà. Et puis après, j'ai coupé en deux. Alors vous allez dire, ah oui, c'est Sn moins g, mais enfin, comme c'est au carré, c'est exactement la même chose, d'accord? Donc il n'y a pas de problème. F moins Sn plus Sn moins g, ça fait bien f moins g. Donc voilà, j'ai utilisé une petite inégalité triangulaire classique. C'est vrai pour n'importe quel n. Voilà, on s'en moque complet. Mais ça tend vers 0, parce que racine d'un truc qui tend vers 0, ça tend vers 0. Ça tend vers 0 quand n tend à plus l'infini. Ces deux choses-là. Du coup, ça, c'est forcément égal à 0, hein, parce que c'est plus petit que quelque chose qui tend vers 0. Et c'est positif. Donc, cette intégrale-là vaut 0, et donc ça prouve bien que, comme f moins g, le tout au carré, est positif, l'intégrale d'une fonction positive est nulle, ça veut dire que la fonction, elle est nulle presque partout. Donc f de x égale g presque partout. Et voilà. Donc voilà la première conséquence. Maintenant, on va démontrer le théorème de convergence en moyenne quadratique. Alors, pour ça, on va démontrer plusieurs petits résultats préliminaires. Vous savez, en maths, on appelle ça des lemmes. Ce n'est pas des théorèmes en soi, c'est des petits résultats qui vont, mis bout à bout, vont nous permettre de démontrer le théorème. Alors, premier résultat, donc prenons une fonction donc, dans CM0 et un epsilon quelconque. Eh bien, je prétends qu'il existe une fonction continue, telle que norme de g moins f est plus petite que epsilon. Donc voilà, j'ai pris une fonction continue par morceau, la voilà, f. Okay. Donc j'ai pas mis les valeurs au point, mais comme elle est dans CM0, c'est-à-dire que les valeurs ici au milieu, c'est les moyennes des deux valeurs. Bon, ça ne change rien, parce que je vous rappelle que la norme, c'est l'intégrale
2 sur t intégrale de f, g, tout ça. Donc de toute façon, si on change les valeurs de f en nombre fini de points, l'intégrale ne change pas, donc cette valeur-là ne change pas. Voilà, alors comment je vais construire g? Donc l'astuce, c'est de prendre g qui est égal à f presque partout, mais qui continue. Alors ça ne marche pas, si je prends g qui est égal à f partout, ça ne marche pas. Donc l'astuce, c'est de regarder les points de discontinuité, donc celui-là je vais l'appeler A1, A2, A3, ainsi de suite, AP. Et puis je vais prendre un alpha assez positif petit pour que, vous voyez, à chaque fois ça tombe, hop, un petit alpha autour des points de discontinuité. Et tel que en dehors de AK moins alpha, AK plus alpha, donc là A1 moins alpha, A1 plus alpha, G soit égal à F en dehors de ces trucs. Et puis là, sur les morceaux entre là et là, clac, je la prends, affine. Alors autrement dit, je vous ai fait un petit dessin, voilà G. Donc alpha, vous voyez, là c'est 2 alpha, la longueur à chaque fois entre là et là. Ok. Donc pourquoi pas, je peux bien choisir ça, il y a un nombre fini de points de discontinuité, je choisis un alpha. Alors assez petit pour pas que ça coupe, oui, pour pas que ça déborde sur un autre morceau à chaque fois, pour que ça reste d'un morceau à l'autre. Ok, donc comme il y a un nombre fini de morceaux, bah, je prends la plus petite taille des morceaux, je prends alpha plus petit que ça, et pas de problème. Et je peux bien trouver une fonction g qui est égale à f partout. Et puis là, hop, tiens, je me décide d'arrêter là, plouf, je fais une droite, hop, un morceau de droite, clac. Enfin, voilà, je prends g comme ça. Ok. Et l'astuce, c'est, je vais essayer de démontrer que quand alpha est assez petit, eh ben, norme de g moins f est plus petit qu'epsilon. Voilà, voilà. Alors, bon, maintenant il faut y aller. Donc, j'ai regardé le dessin. Alors, première chose à remarquer, déjà, c'est que l'écart entre G et F, bah, il est plus petit que, ça c'est toujours vrai, hein, une valeur absolue de A moins B plus petit que valeur absolue de A plus valeur absolue de B. Hein. Plus petit que G de X plus F de X, et plus petit que 2 normes infinies de F. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on regarde bien, valeur absolue de G de X, c'est soit égal à valeur absolue de F, okay, soit en fait, quand on prend un segment, là, G, il est compris entre deux valeurs de F. D'accord? Parce qu'on part d'une valeur de F, on arrive à une valeur de F, et on fait un segment. Même soit en montant ou en descendant, de toute façon, toutes les valeurs de G ici sont bien comprises entre deux valeurs de F. Donc dans tous les cas, valeur absolue de G de X est toujours plus petit que la plus grande des valeurs de F, qui en l'occurrence, là, ce serait par ici, vous voyez, norme infinie de F. Ok? Un module de G est toujours compris entre deux valeurs de module de deux valeurs de F. Parce que là, j'ai mis module, parce que enfin valeur absolue, parce que ça peut être, là, c'est tout le temps positif, mais a priori, ça pourrait descendre en dessous de 0. Mais en tout cas, c'est toujours compris entre deux valeurs de F. Donc valeur absolue de G est toujours plus petit qu'une certaine valeur absolue de F, donc qui est plus petit que le sub des valeurs absolues de F, qu'on appelle norme infinie. Ok, donc voilà, donc du coup ça je peux toujours majorer ça par cette borne. On va dire, bah, d'accord, mais ça ne tend pas du tout vers 0, donc si je fais l'intégrale de 2 normes infinies sur AB, je ne vais pas toujours montrer que c'est plus petit qu'epsilon, donc il va falloir un petit peu améliorer ça quand même. C'est une majoration hyper grossière. D'accord, mais alors, c'est pas grave. Maintenant, regardons juste entre eux. Donc je prends un AK ici, un point de discontinuité, je prends l'intégrale de G moins F entre AK moins alpha et AK plus alpha. Juste là-dessus. Et donc comme ça, bah, c'est plus petit que de ça, au carré, ça fait 4 normes de F infini au carré. Ok, donc ça je le majore par 4 normes de infini de F au carré. L'intégrale entre ça et ça, de ça, bah, c'est une constante, ça sort. L'intégrale de 1 entre ça et ça, c'est 2 alpha, d'accord? Puisque la longueur de l'intervalle, là, c'est 2 alpha. Et donc c'est plus petit que 2 alpha fois 4 norme de f infini au carré, bah, du coup ça fait plus petit que 8 alpha, norme infinie de f au carré. Donc jusque-là tout va bien. Pourquoi? Parce qu'en fait l'intégrale en dehors de ces points-là bah, fait tout le temps 0, parce que g est égal à f en dehors de cet intervalle-là. Donc si je veux faire l'intégrale de g moins f entre 0 et t, en fait c'est la somme de ces intégrales-là, d'accord, pour A1, A2, A3, A4, A5, AP. Mais là, ça ne dépend pas du point, vous voyez, ça ne dépend pas du point AK, cette borne-là. C'est toujours plus petit que 8 alpha norme infinie de f au carré. Donc pour A1, pour A2, pour A3, pour AP. Donc en fait, je multiplie par P, boum, cette intégrale entre 0 et t de ça est toujours plus petite que ça. Mais voilà, maintenant P est fixé, hein, pour f, il a un nombre fini de points de discontinuité, 8 aussi, norme infinie de f aussi est fixée, et puis bah, il suffit que je choisisse alpha assez petit. Donc en l'occurrence, là si je prends alpha qui va être égal à t epsilon au carré, c'est fait pour que ça marche, hein, sur 16p norme de f infini au carré, regardez, je remplace, qu'est-ce qui se passe? Donc le norme de f infini au carré, il s'en va, ok. Le 8p divisé par 16p, il reste t sur 2, epsilon au carré. Ok. Et ça tombe bien parce que là, il fallait multiplier par 2 sur t pour avoir la norme de f moins g au carré. Et donc c'est fait pour, hein, là, du coup ça, c'est plus petit que epsilon au carré. Ok. Voilà, je vous laisse vérifier le calcul. Bon.
Donc voilà, donc du coup je prends la racine, norme de g moins f est plus petit qu'epsilon. Et donc ça prouve la première partie. Ok, voilà, première partie. Hein. Je vous rappelle, hein, le but c'est de démontrer que la série de Fourier de f tend vers f, enfin la norme de, pour cette norme-là, hein, cette norme ici, hein, norme de Sn de f moins f tend vers 0. Première chose, j'ai commencé à démontrer que on pouvait prendre une fonction continue aussi proche de f qu'on voulait, pour cette norme-là. D'accord? Ok, ensuite lemme 2. Donc g est une fonction continue cette fois. De lemme 2, il existe des entiers, des coefficients réels, alpha n et bêta n, et un polygone trigonométrique, hein, c'est voilà, une somme comme ça, finie, de coefficients cos n oméga x, sinus n oméga x, avec des coefficients alpha n et bêta n, d'accord, une somme de n en grand N, telle que norme de g moins ce polynôme trigonométrique soit plus petite que epsilon. Epsilon toujours le même qu'avant, d'accord. Alors ça, il y a plusieurs façons de le démontrer. La plus simple, une fois qu'on a démontré le théorème de Fégère, qui n'est pas simple, c'est de l'utiliser. D'accord. Donc comme je me suis embêté dans la vidéo précédente à démontrer le théorème de Fégère, du coup, là, je suis pas embêté, je ne l'ai pas fait complètement pour rien, du coup, je vais pouvoir le réutiliser, hein, qui nous disait que justement, voilà, quelle que soit la fonction continue, et g est continue, il existait, comme ça, justement, un polynôme comme ça, qui convergeait vers g uniformément. Alors, donc n'allons pas trop vite, donc norme de g moins pn, c'est cette intégrale, c'est la définition, hein, d'accord. Donc ça, tout va bien. Et c'est plus petit que, alors regardez bien, si je sors la racine de 2, ok, tout va bien. Et puis ça, je le majore par de la norme infinie de g moins pn, d'accord, au carré. Je le sors de l'intégrale, ça fait le t, il se simplifie, ça fait racine de 2 fois norme infinie de g moins pn. Ok. Alors là, j'ai majoré le plus bête du monde, j'ai majoré une fonction par sa norme infinie, hein, d'accord. Bon. On obtient ça. Mais voilà, maintenant, d'après le théorème de Fégère, justement, il existe une suite de polynômes trigonométriques, donc une suite Pn, comme ça, justement. Alors même c'est la moyenne de Césaro de la série de Fourier, vous vous rappelez, mais enfin, on n'a pas besoin de l'utiliser. C'est en fait le théorème de Weierstrass, en fait, hein, qui dit ça. C'est une conséquence du théorème de Fégère. Il existe une polynôme comme ça qui converge uniformément vers f. Autrement dit, on peut trouver des Pn tels que norme infinie de g moins Pn soit plus petit que epsilon, ou sur racine de 2, ou ce qu'on veut, d'accord. Donc voilà, je choisis un n tel que norme de g moins Pn soit plus petit qu'epsilon sur racine de 2, et du coup, j'obtiens que la norme de g moins Pn, pas infinie, la norme de g moins Pn, celle que je veux, est plus petite qu'epsilon. Ok. Donc voilà, donc ça c'est un peu pénible si on n'a pas le théorème de Fégère, mais nous on s'est embêté à le faire avant, du coup ça va bien. Donc voilà. Alors, maintenant on va enfin prouver, maintenant qu'on a nos deux petits lemmes, on va prouver le théorème, c'est-à-dire que voilà. Alors j'appelle Fn le sous-espace vectoriel des fonctions de CM0 formé des polynômes trigonométriques de degré inférieur ou égal à n. Alors c'est bien un sous-EV de ça, puisque c'est des fonctions continues, d'accord. Donc elles sont bien continues par morceaux, avec elles sont continues. Donc c'est même un sous-espace vectoriel des fonctions continues sur 0t, hein, et périodiques, hein, d'accord. Bon voilà, donc j'ai pris un n fixé, hein, vous savez, le Pn, c'est un n fixé pour tel que norme de g moins Pn plus petit qu'epsilon, je fixe le n. Et maintenant je prends tous les polynômes trigonométriques de degré inférieur ou égal à n, autrement dit toutes les sommes de coefficients de fonctions cos n oméga x et sinus n oméga x pour petit n qui va de 0 à grand n. Ok. Voilà, voilà. Et donc, on va faire un petit rappel de ce qu'on a vu. D'accord. Ça, c'était dans les inégalités de Bessel, on a vu ça, d'accord. On a vu que la projection orthogonale de f sur cet ensemble-là, autrement dit, hein, le plus proche quelque part des polynômes trigonométriques de f, c'était sa série de Fourier. Ok. Donc ça, on l'a vu, parce que par définition, en fait, c'est les coefficients, c'est les produits scalaires avec la base orthonormée de cet espace-là. Hein, il se trouve que la fonction cosinus nx et sinus nx et la fonction constante 1 sur racine de 2 forment une famille orthonormée de Fn, et que justement, c'est le produit scalaire de f avec cette famille orthonormée, les coefficients de Fourier. Et donc, bref, si vous avez oublié, re-regardez la vidéo sur Bessel. Donc voilà, on a vu ça, d'accord. Donc là, on a un angle droit entre la série de Fourier et f moins sa série de Fourier. Ok. Donc voilà. Et d'autre part, une autre chose qu'on a démontré, alors là qu'on n'avait pas utilisé dans Bessel directement, où j'avais dit, regardez bien, c'est important, c'est la fonction Sn, là c'est celle finalement, le projeté orthogonal, c'est celle telle que l'écart, la norme de f moins Sn, autrement dit ce vecteur-là, c'est la plus petite norme possible de norme de f moins q pour q se balade sur Fn. Vous voyez ?
Hein, c'est le plus proche en fait, de quelque sorte, ouais, c'est là où la différence entre f et un élément de Fn est la plus petite possible. Ok, donc pareil, ça on l'a redémontré, je ne vais pas refaire maintenant. Donc, en tout cas, voilà, c'est toujours ça. Et donc maintenant, en particulier, bah, du coup, norme de f moins sa série de Fourier, c'est plus petit que norme de f moins Pn. Voilà, on a quasiment fini en fait, parce qu'on a l'M1 et l'M2 qui vont nous sauver la vie maintenant, parce que regardez bien, norme de f moins Pn, bah, c'est plus petit que norme de f moins g, plus norme de g moins Pn. Vous voyez, je fais un petit détour par ma fonction g continue. Je sais que norme de f moins g, c'est plus petit qu'epsilon, que norme de g moins Pn, c'est plus petit qu'epsilon, donc ça, c'est plus petit que 2 epsilon. J'aurais dû faire le puriste, au début, j'aurais mis 2 epsilon sur 2 à chaque fois, mais enfin, bon, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, bah, regardez, norme de f moins Cn est plus petit que 2 epsilon. Donc j'ai choisi un epsilon au début, j'ai trouvé un n, tel que norme de f moins Sn est plus petit que 2 epsilon. Ça prouve bien que norme de f moins Sn tend vers 0 quand n tend à plus l'infini. Et voilà. Donc là, ça s'emboîte bien, ça a l'air facile, mais il y a eu du boulot avant, hein, d'accord? Il y a eu Fégère et il y a eu Bessel, quoi. Voilà, voilà, voilà. Très bien. Alors maintenant, l'égalité de Parseval. Ah, celle qui est vraiment utile. Donc, première chose à remarquer, c'est que ça, c'est vrai pour n'importe quelle norme, d'accord? On a toujours deux égalités. Vous savez, norme de f plus g, c'est une norme plus petite que norme de f plus norme de g. Mais celle qui est un peu moins classique, mais quand même très utile, c'est que voilà, l'écart entre les deux normes de f et de g, en valeur absolue, parce que je ne sais pas laquelle est la plus grande que l'autre, hein, et quand c'est négatif, ça n'a pas de sens, enfin, c'est juste évident. Donc l'écart entre norme de f et norme de g, c'est plus petit que norme de f moins g. Alors comment on démontre ça? C'est vraiment tout bête, hein, c'est simplement on applique l'inégalité triangulaire à f moins g et g. Norme de f moins g plus g, c'est plus petit que norme de f moins g plus norme de g, et ça fait norme de f. Et donc je passe, vous voyez, je passe le norme de g de l'autre côté, norme de f moins norme de g, plus petit que norme de f moins g. On fait pareil dans l'autre sens, et on voit que dans les deux sens ça marche, pour ça on peut mettre la valeur absolue ici. Et voilà. Donc voilà, alors pourquoi tu me dis ça? Parce que en fait du coup, norme de f moins norme de Sn, c'est plus petit que norme de f moins Sn qui tend vers 0. Autrement dit, quand n tend à plus l'infini, la limite de norme de Sn, c'est la norme de f. Et donc en particulier, j'ai mis au carré pour enlever les racines carrées, parce que c'est toujours plus sympa. La limite quand n tend à plus l'infini de norme de Sn au carré, c'est norme de f au carré. Et ça tombe bien, ça on connaît, ça on connaît. Donc c'est ce qu'on appelle l'égalité de Parseval. Norme de f au carré, c'est 2 sur t, somme de 0 à t de f de t au carré. Ok, jusque-là tout va bien. Alors là c'est un peu plus subtil, j'aurais peut-être pu écrire un peu plus de détails, mais enfin bon, c'est pas très dur. On sait que la famille des an cos n oméga x, bn sinus n oméga x, c'est une famille qui est orthonormée. Donc la norme, la norme au carré, hein, finalement, il y a un coefficient an de f fois une fonction dont la norme vaut 1, donc ça, au carré ça fait an de f au carré fois norme au carré, qui vaut toujours 1. Bon, pareil pour bn de f au carré. Là, il faut juste faire un petit peu attention, parce que la fonction... donc là, vous savez, c'était a0 de f, c'était le produit carré avec la fonction 1 sur racine de 2, donc au carré, elle vaut 1,5. Donc voilà, on obtient ce petit truc-là. Ok. Donc voilà, bon, je n'ai pas écrit forcément tous les détails, mais enfin, c'est la même chose que c'est la même chose que Bessel. Bessel, c'était exactement norme de Sn au carré, plus petit que norme de f au carré, donc on avait inférieur ou égal, et j'avais expliqué pourquoi c'était exactement ces coefficients-là. Donc re-regardez, du coup maintenant on sait que c'est égal, c'est tout. Voilà. Donc j'ai réécrit Bessel, hein, et j'avais bien expliqué pourquoi c'était ça, les coefficients, et bien là c'est égal, et puis pareil pour en version complexe, hein, d'accord. Du coup ça fait un petit peu plus joli en version complexe, attention, il n'y a pas le 2 ici, hein, il y a le 1. Okay, alors il y en a qui écrivent avec le 1 ici et qui divisent tout par 2 ici, hein. C'est possible aussi. Hein. Ça ne me pose pas de problème. Donc il y a plusieurs versions, il y a des élèves qui me disent, qui regardent sur Wikipédia des fois ou sur un autre site, ils me disent « Ah monsieur, vous avez faux, c'est pas la même formule et tout ». Alors attention, hein, si on met 1 sur t ici pour faire la même chose que cette formule-là, du coup il y a un 1,5 ici, et puis du coup ici ça fait sur 4, ou alors comme il y en a qui notent le coefficient, moi j'ai pris A0 de f sur 2 pour la série, mais il y en a qui l'appellent A0 de f tout seul celui-là, du coup ça fait A0 au carré, et pas sur 4. Ouais, ouais, bon bref, ça dépend un peu des notations et tout ça, mais je vous promets, j'ai vérifié 50 fois, ça c'est juste, il n'y a pas de problème. Donc on peut le noter différemment, mais c'est vraiment le bon résultat. Et donc vous voyez, en nombre complexe, ça fait un peu plus joli, mais il n'y a pas le cas particulier du A0, là, qui est sur 2. Donc le piège où on se gourre tout le temps, je dis clairement, c'est que quand on a trouvé notre écriture en série de Fourier, on a nos coefficients, à cos machin, hop, on prend les coefficients au carré, plum, 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 et on a tendance à prendre le premier au carré. D'accord? Le premier coefficient qu'on a écrit, qui était A0 sur 2, mais si on le prend au carré, ça ne marche pas, parce que ça ferait A0 de f sur 4, vous voyez. Donc il faut prendre le carré de tous les coefficients, sauf le terme 0, il ne faut pas le prendre au carré, il faut prendre au carré et faire x2. Et donc c'est ça qu'il faut, voilà, il ne faut pas se gourer, d'accord? Il y a un petit piège ici, quoi.
Hein. Ce serait sur 4, il n'y a pas de problème, on prendra les coefficients. Alors, la série de Fourier, on prend tous les coefficients, on les met tous au carré, tout va bien. Mais non, pas le premier. Ok, voilà le petit piège auquel il faut faire attention. Et puis sinon, on a cette égalité-là. Allez, on a bien arrêté de l'appliquer maintenant pour... c'est le petit dessert. On va pouvoir calculer des super séries qu'on ne sait pas faire autrement. Alors, allons-y. Par exemple, je prends la fonction f de x qui vaut x2 entre 0 et 2pi. Donc, vous voyez, je prends la parabole et je recopie. Alors, on a déjà vu dans les vidéos précédentes, c'est un exemple qu'on a déjà calculé, que sa série de Fourier, c'était ça. Donc voilà, les coefficients de Fourier, 4 sur n2, 4pi sur n, et puis le coefficient 0, 4pi2 sur 3. Donc si j'applique mon Parseval à ce que j'ai dit, alors je mets ceci au carré, mais n'oubliez pas, je multiplie par 2 après. Donc ça fait 16 pi 4 sur 9 fois 2, 32 pi 4 sur 9. Et après les autres, je les mets au carré. Donc là, ça fait 16 sur n4, tout va bien. Et là, 16 pi 2 sur n2, voilà. Et bien la somme de tout ça, et donc c'est égal à 2 sur t, donc là, comme c'est 2 pi périodiques, ça fait 1 sur pi. Somme de 0 à 2pi de ma fonction f de x au carré, ben, ça fait x4. D'accord. Et donc la primitive de ça, c'est x5 sur 5, hein, remplacé par 2pi, ça fait 32 pi 5 sur 5. Et donc divisé par pi, 32 pi 4 sur 5. Voilà. Ok, me dire, bon, super, cette série-là, pas fantastique, mais voilà un exemple, quoi. Ok, alors maintenant, quand même, je peux un petit peu couper ça en deux. La somme des 1 sur n4 plus pi2, la somme des 1 sur n2, donc c'est tout ça divisé par 16. J'ai passé ça de l'autre côté, hop, et j'ai tout divisé par 16, donc ça fait 2 pi 4 sur 5, moins 2 pi 4 sur 9. Donc ça doit pouvoir se simplifier en mettant tout sur 45. Ça fait 18 pi 4 moins 20 pi 4, ça fait moins 2. Hop, je n'ai pas fait le calcul tout de suite. Bon, bah alors, c'est pas grave. J'ai remplacé 1 sur n2 par pi carré par pi 2 sur 6, j'imagine, oui, c'est ça. Donc ça, on l'a déjà calculé dans une vidéo précédente aussi. Hein. Donc fois pi 2, ça fait pi 4 sur 6. Donc finalement, ça fait moins pi 4 sur 6. Donc voilà, donc du coup maintenant, somme des 1 sur n4, il faut tout mettre ça sur le dénominateur commun de 5, 9 et 6. Ça doit être 90. Alors ça fait 18 fois 2, 36 pi 4 sur 90. Moins 20 pi 4 sur 90, alors 16 pi 4 sur 90. 16 moins 15. Ah, 1. Ça fait pi 4 sur 90. Vérifiez les calculs tranquillement. Voilà, donc ça c'est une somme plus sympathique, hein, c'est zeta de 4, hein, c'est pas très grave si vous ne savez pas, mais voilà, on a vu que la somme des 1 sur n2 c'était pi carré sur 6 avec Dirichlet, et bien maintenant avec Parseval on peut trouver la somme des 1 sur n4, c'est pi 4 sur 90. Ok. Alors, deuxième application maintenant, voilà, que je le dis, qui n'est pas en soi hyper fantastique, mais bon, qui est quand même sympa, enfin en tout cas qui est très connu pour les gens qui font de l'analyse numérique ou ce genre de choses. Moi je ne savais pas du tout, mais un jour, je ne sais pas pourquoi, on était confronté à un problème comme ça, et mon voisin de bureau me dit tout de suite, ah non mais c'est évident, la norme de f est majorée par la norme de f' et une constante près. Ah bon? Norme pour cette norme-là, hein, d'accord? Et moi je ne savais pas du tout ça, parce que voilà, moi j'ai fait plus d'algèbre que d'analyse. Alors regardons ce théorème, donc... Prenons une application de AB dans R ou dans C, ça marche aussi. Continue de classer un par morceau. D'accord. Bon, alors pourquoi pas. Donc continue de classer un par morceau, ça va vous faire tilt. Hein, maintenant, vous voyez, ah, la série de Fourier converge uniformément, hein, normalement, vers F. Ok. Donc voilà. Alors, tel que f de A égale f de B, bon, bah, ça du coup, c'est pas bien dur, parce que ce qu'on fait d'habitude, vous voyez, si on veut qu'elle soit continue sur R quand on va la recoller, hein, pour faire des Fourier, il faut qu'elle soit périodique. Donc elle est sur AB, elle est n'importe comment, je vais recoller, cloc, cloc, cloc. Et si je veux qu'elle soit continue une fois qu'elle soit recollée, bah, il faut que f de A soit égal à f de B. Okay. Et là, il y a une autre condition un peu bizarre, c'est que l'intégrale entre A et B de f de x dx doit être égale à 0. Ok, bon, pourquoi pas. Donc ça, c'est jamais très dur, c'est une fonction, vous pouvez, quitte à la descendre un petit peu ou la monter un petit peu, on peut arriver à ça, mais... Ok. Alors, si on a ça, eh ben, l'intégrale de f au carré, c'est plus petit qu'une constante fois l'intégrale de f' au carré. Ok. Voilà, quelque part, vous voyez, la norme de f est majorée, est contrôlée par la norme de f'. C'est, voilà, je ne sais pas comment dire ça autrement, puis bon, bref. Et la constante, c'est b-a au carré sur 2pi. Ouais, bon. Ok. Donc c'est pas essentiel en soi. Enfin si, peut-être il y a des mathématiciens qui diraient « Quoi? Comment il dit que Vertinger c'est pas vital? Je m'en sers tous les matins. » Bon alors moi pas, mais peut-être que ça sert à plein de gens super souvent. En tout cas pour le CAPES et la grecque c'est pas vital. Par contre, l'application de ça qu'on va faire après, elle est très sympa et ça peut faire des développements et tout ça. Donc voilà, pour ça que je vous balance ça. Ok, alors on va quand même essayer de démontrer ce truc-là. Donc on va poser t égale b-a, et puis on peut se poser que f était périodique. Du coup, vous voyez, c'est pas bien compliqué. Hein, parce que voilà, elle est définie sur AB, bah, je la définis, hop là, je la prolonge sur R complet.
d'accord, en recopiant, comme on fait d'habitude. Donc voilà. Alors, donc maintenant, elle est continue par morceau, les mêmes continues, d'accord. Donc je peux appliquer le théorème de Parseval, hein, qui me dit que 2 sur t, somme de 0 à t de f de t au carré, c'est égal à a0 de f au carré sur 2. Alors là, j'ai divisé par 2 sur t à chaque fois. Donc autrement dit, j'ai multiplié par t sur 2. Donc c'était a0 de f au carré sur 2. Bah, du coup, ça fait t sur 4, ok. Plus t sur 2, somme des an de f au carré plus bn de f au carré. Bon, ça c'est l'égalité de Parseval, écrite comme ça, ok. Donc, là, je suis dans le cas où f est réel, hein, d'accord. F est complexe, on verra après. Donc, valeur absolue de f au carré ou f au carré, c'est la même chose. Donc, a0 de f, c'est 0, c'est l'hypothèse. Hein, l'intégrale de f entre 0 et t vaut 0. Donc, voilà. On a supposé que c'est juste pour que ce terme-là, il dégage. Du coup, ça marche bien. Et ensuite, ce qu'on a démontré déjà donc, dans la vidéo sur justement la convergence uniforme, vous savez, je vous l'ai dit, le plus important, c'est cette relation entre les coefficients de Fourier de f et les coefficients de Fourier de sa dérivée, d'accord. Quand f est de classe C1. Alors, on va me dire, attendez, f n'est pas de classe C1, c'est vrai. Par contre, f, elle est C1 par morceau. Hein, je vous rappelle les hypothèses, regardez. Hop, classe C1 par morceau. Et on a vu, quand elle était classe C1 par morceau, que c'était presque vrai. Il y avait un petit coefficient, justement, qui était f de... enfin, qui était en dessous, qui était la limite, en fait, de f de 0 moins f de t. Vous voyez, la limite à droite en f de 0, la limite à gauche en f de t. Enfin bref, il y avait un petit coefficient en plus. Ça, c'était pas complètement égal, sauf si elle était continue partout. C'est-à-dire si f de 0 égale f de t, si elle se recolle, donc là, nous, f de a égale f de b. Donc justement, dans ce cas-là, rappelez-vous, regardez la preuve qu'on a vue. Dans ce cas-là, on a bien cette égalité-là, d'accord. Le terme qui était en plus, il s'annulait. On a vu que finalement que voilà, l'intégration par partie marchait encore, même quand la fonction était continue par C1 par morceau juste, et pas C1. Si elle était continue, on pouvait encore démontrer ces égalités-là. Ok, donc voilà, soit vous me faites confiance, soit vous voulez re-regarder la vidéo sur la convergence normale. Bref, et voilà, donc là, oméga, bah, c'est 2pi sur t, t c'est b moins a, parce que, oui, donc c'est 2pi sur b moins a, et on a donc ces relations entre l'équation de Fourier de f et l'équation de Fourier de sa dérivée, qui est, voilà. Tout va bien. Et donc, bah, du coup, j'ai Parseval, d'accord. Donc, alors je remplace plutôt dans ce qui était là. Donc ça dégage, ok. Il restait sur 2 fois ça. Et alors, donc, je remplace à n de f, bah, c'est 1 sur n2 oméga 2 bn de f' au carré. Donc j'ai mis le 1 sur oméga 2 en facteur, 1 sur n2 bn de f' au carré. Et puis, le bn de f au carré, bah, c'est 1 sur n2 oméga 2 fois an de f' au carré. Donc finalement, ça fait ce truc-là. Voilà, et donc maintenant, je fais Parseval à l'envers. Hop. Toc. Donc déjà, ça, j'ai écrit... Hop, j'ai écrit ça... Alors, qu'est-ce que j'ai foutu? Ah oui, j'ai majoré. Le 1 sur n2 est toujours plus petit que 1. Je le sors. D'accord. C'est vraiment une majoration barbare. Hein. Et maintenant, je peux vraiment faire Parseval à l'envers, parce que ça, c'est l'équation de Fourier, vous voyez, de f'. Okay, et le A0 de f', alors là, pour le coup, il vaut 0, parce que l'impérimétif de f' entre 0 et t, c'est f de t moins f de 0. Hein, donc, comme les périodiques, c'est f de b moins f de a, donc ça fait bien 0, c'est fait pour. Ok, donc voilà. Et donc ça, c'est plus petit, c'est l'égalité de Parseval appliquée à f', c'est plus petit que 1 sur oméga 2, somme de 0 à t de f' de t au carré. D'accord. Pourquoi? Parce que le 1 sur oméga 2, il est là. Et le t sur 2 qui aurait dû être ici, hein, il est là. Donc d'accord. Donc j'ai déjà divisé par 2 sur t. Donc ça fait exactement ce truc-là. Et donc ben, on remplace oméga 2, ça fait b moins a sur 2pi. Donc ça fait exactement le coefficient qu'on avait annoncé. Donc on a bien l'inégalité quand f est réel, parce que voilà, f' de t, c'est la valeur absolue de f', c'est la même chose. On a bien ce truc-là. Maintenant, si f est à valeur complexe, donc on pose f de t égale x de t plus y de t. Ouais, c'est plus simple, enfin, malheureusement, pour démontrer le résultat joli que je vous promets depuis tout à l'heure, c'est plus simple de faire avec les complexes. Alors, du coup, ça, bon, alors, donc on sait que ça marche pour x de t et que ça marche pour y de t, c'est ce qu'on vient de démontrer quand c'est réel. Et du coup, bah, c'est pas bien dur parce que module de f au carré, vous savez bien que c'est x carré plus y carré. Et donc, c'est plus petit que x' carré plus y' carré. Et puis, bah, ça, c'est module de f' de t au carré. Il y a une barre qui a disparu, mais ok. Donc voilà, donc, bah, du coup c'est la même chose. Donc ça marche aussi quand c'est complexe, hein, c'est vraiment tout bête. Il suffit d'ajouter les parties réelles au carré, parties imaginaires au carré, donc c'est pas bien dur. Voilà. Et donc on obtient bien ce résultat-là, même quand f est complexe. Bon, allez, c'est maintenant qu'on s'amuse. Donc le résultat dont je vous ai parlé, l'inégalité isopérimétrique. Alors qu'est-ce qu'il dit ce théorème? On va essayer de comprendre. Alors, il y a des mots compliqués là-dedans, je ne vais pas forcément tout définir tout bien comme il faut, parce que sinon je vais m'embarquer dans des trucs très 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 compliqués. Soit une courbe de Jordan de classe C1 par morceau de longueur L enfermant une surface S.
Alors, qu'est-ce que c'est que ça, une courbe de Jordan de classe C1? Alors, bon, c'est une application de 0,1 dans R2, c'est-à-dire que voilà, je prends, vous voyez, 0, ça vaut une valeur, hop, je me balade, je fais monter 0 entre 0 et 1, et hop, je reviens, d'accord? Et gamma de 0 doit être égal à gamma de 1. Alors, me dire, bah, ok, donc voilà, c'est une courbe. Alors, pourquoi de Jordan? Parce qu'en fait, les courbes, ça peut être bizarre. Il y a des gens qui sont amusés à trouver des courbes qui remplissaient complètement le carré, vous savez, il y a des trucs comme ça, des pathologies un peu étranges. On arrive à trouver des courbes continues qui font des trucs très bizarres, pour lesquels on ne peut pas définir l'intérieur et l'extérieur, par exemple de façon très claire. Et alors là, non. Ce qu'on veut dire courbe de Jordan, c'est une courbe sympa. Alors qu'est-ce que ça veut dire une courbe sympa? Ça veut dire une courbe, comme vous imaginez, comme j'ai dessiné là, qui permet d'enlacer une certaine région du plan. Une clôture, vous mettez sur un champ comme vous voulez, d'accord? Voilà, pas un truc hyper bizarre avec une infinité de croisements, de machin, des trucs. Une courbe sympa, c'est ça, courbe de Jordan, je ne donne pas les détails, mais en fait, c'est une courbe comme vous faites vous. Hein. Vous dessinez une courbe avec votre crayon, plaf. Voilà. Alors, de classe C1 par morceau, ça veut dire qu'il y a peut-être des pics par-ci par-là. Là, je sais pas, j'en ai mis un. Il y a peut-être des endroits où vous faites des angles, vous avez le droit. Par exemple, un polygone, vous avez le droit. D'accord? Elle est continue. Bon, ça, c'est normal, sinon, c'est pas une courbe de Jordan. C'est vraiment qu'il faut que ça enserre une partie. L'idée, c'est que ça délimite une partie du plan. Hein. Donc, une fonction continue qui peut avoir des coins, hein, si je veux. Donc ça peut être voilà, un polygone, un machin. Ça veut dire que là, classe C1 par morceau. Okay, par contre, il y a un nombre fini de coins, d'accord? Un nombre fini, hein. Il n'y en a pas, voilà, c'est pas un truc très comme l'étoile de Corps ou je sais pas quoi, vous voyez. Donc non, c'est pas un truc très complètement délirant. C'est une courbe qui peut par-ci par-là avoir des petits coins, hein, d'accord? Mais sinon partout ailleurs, elle est C1, hop, et qui revient, qui se referme et tout ça, qui est sympa. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Il n'y a pas besoin de supposer qu'elle soit lisse partout, on s'en fout. Vous avez votre ligne, clac, qui enserre une surface. Et bien alors, si L c'est la longueur de la courbe, autrement dit c'est le périmètre de ma figure, alors le périmètre au carré est plus grand ou égal à 4pi fois la surface. D'accord? Et l'égalité est atteinte si et seulement si, au début, la courbe c'était un cercle. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire cette affaire? En fait, si je tourne autrement, c'est-à-dire que la surface délimitée est toujours plus petite que L2 sur 4pi. J'ai une ficelle de longueur L, et comment je peux la mettre pour avoir la plus grande surface possible? Ce que dit ce théorème, c'est que la surface elle sera toujours plus petite que ta longueur L carré sur 4pi, et qu'elle sera égale quand tu mets en cercle. Donc c'est un super joli résultat. Vous voyez, c'est quelle est la forme, si j'ai une longueur de donnée de ficelle qui va permettre d'englober la plus grande superficie possible? Eh bien c'est un cercle. Voilà, c'est ce que veut dire ce théorème en fait. Hein. Là, écrit comme ça, on ne le voit pas forcément. D'accord? Parce que, hein, alors on va vérifier, mais oui, si c'est un cercle, à ce moment-là, c'est 2πr le périmètre. 2πr au carré, ça fait 4πr2. Et bien là, je divise par 4pi, ça fait 4pi2, enfin 2πr, ça fait 4pi2r2. Je divise par 4pi, ça fait πr2. Et bien c'est bien la surface, d'accord? Bref, voilà, donc on va essayer de démontrer ce truc-là. Et on peut facilement entre guillemets, vous allez voir, il va encore falloir admettre 2-3 résultats, mais avec les séries de Fourier, c'est relativement facile. Les résultats qu'on va admettre, c'est les résultats sur des courbes que je n'ai pas encore traitées. Si j'avais traité les courbes paramétrées avant, ça aurait été mieux, mais bon, voilà, il faut bien faire les choses dans un certain ordre. Ok, alors, donc, revenons-en à nos moutons. Alors, on appelle gamma de t égale x de t, y de t, d'accord, les coefficients des points qui sont sur ma courbe. Et donc, mes hypothèses disent que x et y, c'est des fonctions de 0, 1 dans R qui sont impériodiques. Voilà, la valeur de 0 doit être égale à la valeur de 1, je dois être revenu au point de départ. Qui sont continues et classées 1 par morceau, d'accord? C'est mes hypothèses. Hein. Jusque-là, tout va bien. Et en plus, je vais supposer que à chaque fois, x' de t au carré plus y' de t au carré est constant. On va dire, pourquoi on a le droit de faire ça? Alors en fait, si on connaît un petit peu les courbes paramétrées, ça correspond à la vitesse à laquelle on se déplace, la norme de la longueur du vecteur vitesse hein, à laquelle on se déplace sur la courbe. Et donc ça, je suppose qu'en fait, j'ai fait mon trajet à vitesse constante. Pourquoi pas? Vous voyez, ça ne coûte pas de pain de se dire, tiens, j'ai une paramétrisation, je peux supposer que ce truc-là est constant. Ok, donc voilà, c'est toujours pareil, ça demande un petit peu d'habitude avec les courbes paramétrées, mais on peut trouver un chemin tel que ça, cette condition soit là. Mais du coup, comme la longueur de la courbe, ça c'est pareil, résultat qu'il aurait fallu que je démontre, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de racine de ce truc-là. Donc ça c'est vrai pour n'importe quelle courbe paramétrée par ça. La longueur, c'est l'intégrale de la norme de la dérivée en fait, hein. La norme de f'. On fait l'intégrale de la norme de f' entre 0 et 1, on trouve la longueur de la courbe. Bon là, f' c'est ça, la norme de f' c'est ça. Et voilà, donc là nous c'est les constantes. Du coup, ici c'est une constante, et l'intégrale doit faire L. Donc là l'intégrale ça fait racine de la constante, hein, entre 0 et 1. Et donc c'est que la constante doit être égale, racine de la constante doit être égale à L, donc la constante est égale à L au carré. Ok?
Hein, si je suppose que ça c'est constant, ben en fait ça vaut tout le temps L au carré en n'importe quelle valeur de t. Ok, donc première hypothèse, voilà. Il y en a d'autres. Alors ensuite, il faut bien se rendre compte que mon problème de courbe, bah, il est invariant par translation. Si je déplace la courbe à peu près n'importe où, ça change strictement rien. Vous voyez, le périmètre est le même, la surface est la même, donc l'inégalité ne doit absolument pas changer. Et donc je peux déplacer ce truc-là, par exemple, d'un vecteur AB, pourquoi pas, x de t moins y de t. Pourquoi? Bah, pour obtenir les hypothèses suivantes, que l'intégrale de x de t soit égale à 0 et l'intégrale de y de t soit égale à 0. Hein, comment je fais ça? Bah, simplement, je prends x1 de t égale x de t moins l'intégrale d'entre 0 et 1 de x de t dt. D'accord? J'appelle ça A. Si ça ne fait pas 0, l'intégrale de x entre 0 et 1, autrement dit, vous voyez, ça veut dire que, voilà, du coup, je déplace x de t, plim. Hein, en gros, somme de 0 à 1 de x de t, c'est les coordonnées du barycentre des points de la courbe, en fait. Hein. Une autre façon de le dire, je ne sais pas si vous visualisez, en fait, hein, c'est une façon de se dire, c'est la valeur moyenne de x de t quand je me balade sur tout le long de la courbe, vous voyez. Donc, en gros, ma courbe, je la centre en 0, 0, quand je fais ça. Ok, je prends, voilà, ça c'est une constante, hein, donc je prends x de t moins une constante, y de t moins une constante, et boum, je me ramène à ça égale ça. Ok, et ma courbe ici, voilà, pour l'inégalité isopérimétrique, elle a même périmètre, même surface, donc si je démontre que l'inégalité est vraie pour elle, elle était vraie pour la courbe de départ. Ok, donc maintenant, en plus, on peut supposer, déjà on a supposé que x' carré plus y' carré était constante, valait L2, mais en plus que l'intégrale de x et l'intégrale de y valent 0. Beaucoup d'hypothèses, mais ça c'est pouvoir utiliser Vertinger, vous voyez. Alors, d'autres choses, et maintenant il faut trouver une formule qui donne l'aire de la courbe avec x et y. Donc c'est pareil, c'est une formule qui s'appelle la formule de Green-Riemann, donc je n'ai pas démontré toujours parce que je n'ai pas fait de vidéo sur les courbes paramétriques, vous pouvez trouver sur Wikipédia ou dans plein de bouquins, qui dit que l'aire, voilà, c'est 1/2 de l'intégrale de ce petite chose-là. D'accord, donc voilà. Donc je ne vais pas insister trop là-dessus parce que c'est un petit peu compliqué. Enfin, bref, c'est le produit vectoriel de la dérivée de la fonction. Enfin bref, on ne va pas non plus. Voilà. Juste, je vais essayer d'écrire ça maintenant un petit peu. Donc on admet ce théorème-là. Okay, on va essayer de réécrire ça un petit peu différemment. Si je pose f de t égale x de t plus y de t, ouais, je sais pas, tiens, alors maintenant il rajoute les complexes. C'était pas assez simple. Il faut qu'en plus il me casse les pieds avec des complexes. Bah oui. Vous allez voir que du coup la formule va devenir fantastiquement plus compacte et plus jolie avec ça. Regardez, si je pose f de t égale ça, donc la dérivée, le conjugué de la dérivée de f, du coup, bon, la dérivée c'est x' plus y', et le conjugué donc x' moins y'. Parce que là, on va me dire, bon d'accord. Et si je multiplie f de t par le conjugué de f', regardez, c'est absolument magique. Qu'est-ce que ça fait? Bon, du coup, ça fait xx' plus y', c'est la partie réelle, plus i fois yx', moins y' x. Ok? Donc voilà, puis après j'ai rajouté somme de 0 à 1 de tout ça, bon, ça fait du coup cette égalité-là. Très bien, alors allons-y. Donc ça, la primitive de xx', vous savez que c'est 1/2 de x2. La primitive de y', c'est 1/2 de y2. Ok? Après entre 0 et 1. Et puis là, justement, ça regardez bien, c'est 2i fois l'intégrale de ça. D'accord? Donc voilà. En fait, plus précisément, c'est module de ça qui serait égal à s. J'ai oublié de prendre la valeur absolue de chaque côté. Bon. Bref, ça vaut 0. D'accord? Donc l'intégrale de ça, c'est i fois l'intégrale de ça. Donc module de valeur absolue, module de cette intégrale-là, c'est module de i qui vaut 1 fois module de ça, autrement dit, c'est 2s. Ok? C'est plutôt ça que j'aurais voulu dire. Donc un module de ce truc-là, c'est 2s. Et donc je multiplie par 2pi, 2pi fois module de ce truc-là, c'est 4πs. Ok? Voilà, ça c'est pas tout à fait exact, ça c'est AS, hein, s'il faut le module, et j'ai oublié de le mettre. Voilà la valeur absolue en l'occurrence là, parce que c'est un nombre réel, et j'ai oublié de le mettre, mais bon, vous voyez, à la fin, le résultat qui est clair, c'est que module de ça, c'est bien 2s, et donc module de ça fois 2pi, c'est 4πs. Ok, voilà, donc c'est ça que je vais utiliser. Et comme l'intégrale de x entre 0 et 1 vaut 0, et l'intégrale de y entre 0 et 1 vaut 0, du coup l'intégrale de f entre 0 et 1 vaut 0. Et module de f' de t au carré, ça on le sait, c'est x' de carré plus y' carré, c'est égal à L au carré aussi par hypothèse. Voilà tout ce qu'on va avoir besoin pour démontrer l'inégalité isopérimétrique. Mais c'est tout. Donc j'ai tout réécrit. L'intégrale de f vaut 0, le module de f' c'est ça, et puis on a cette égalité-là pour S.
Avec tout ça, ça va tomber en 2 secondes. Elle dit, ah ouais, bah super, avec tous les préliminaires, heureusement quoi. Alors, donc, première chose. Donc 4 pi s, c'est 2 pi. Ce truc-là, c'est 2 pi fois l'intégrale de module de ça fois ça. Parce que là, dire, bah oui, l'intégrale de module de f, le conjugué du coup module de f', du conjugué de f' ou de f', c'est la même chose. Et là, boum, inégalité de Cauchy-Schwarz. Il y a déjà une vidéo aussi sur le sujet, hein, si vous avez oublié. L'intégrale de donc ça fois ça, c'est plus petit que intégrale de f au carré plus intégrale de f' au carré. Donc là, je vous rappelle que f est continu, hein, x et y sont continus, tout ça, donc il n'y a pas de souci, on est bien dans les cas sympathiques. Hein. Donc on est bien, voilà, donc produit scalaire de f et t est plus petit que norme de f au carré. Enfin, norme de f fois norme de f', j'ai mis tout sous la même racine, mais ok, jusque-là tout va bien. Et maintenant j'utilise la fameuse inégalité de Vertinger qui me dit que 4pi2 intégrale de f au carré est plus petite que intégrale de f' au carré. Alors normalement c'était plutôt intégrale de f au carré égale plus petit que 1 sur 4pi2 somme de f' au carré. Parce que là c'est 1 périodique, hein, d'accord, donc b-a c'est 1. Donc, ok, donc voilà. Donc 2pi au carré ça fait 4pi2, mais je l'ai mis de ce côté-là. Parce que regardez maintenant, hop, donc ça c'est ce qu'on a vu avant, hein, d'accord, sur les fonctions complexes, hein, c'est pour ça que j'ai fait les fonctions complexes, on a bien voilà, cette inégalité-là. Si je rentre le 2pi ici, hop, dans l'intégrale, j'obtiens 4pi2, somme de 0 à 1 de module de f de t au carré, j'obtiens exactement ça, ici, la première partie, et plus petit que ça. Donc ça fois ça, c'est plus petit que l'intégrale de ça au carré. Et donc finalement, c'est plus petit que cette intégrale-là, puisqu'il y a une racine, que l'intégrale entre 0 et 1 de valeur absolue de f' de t au carré. Voilà, d'accord? Ah oui, j'ai rentré ça dedans, j'ai dit, bah lui, il est plus petit que lui. Donc lui fois lui, c'est plus petit que le produit de lui et de lui, avec la racine, bah du coup, ça fait lui. Mais lui, on a vu, c'était L2. Et voilà. Donc on a démontré l'inégalité, 4 pi s est bien plus petit que L2. Ouh, chouette. Maintenant, il reste à démontrer que, c'est pas bien dur, à quelles conditions est-ce qu'on a l'égalité, d'accord? Je dis qu'on a égalité que quand c'est le cercle. Alors pour qu'on ait l'égalité, bah, il faut qu'on ait l'égalité partout, en particulier, il faut qu'on ait l'égalité dans Cauchy-Schwarz. Or, dans Cauchy-Schwarz, on sait qu'on a l'égalité des deux vecteurs, produit scalaire de vecteurs égal à produit des deux normes si les deux vecteurs sont collinéaires. D'accord? Donc il faut en particulier que valeur absolue de f de t, module de f de t, c'est une fonction complexe, soit collinaire à module de f' de t. Ok? Pour que je puisse appliquer pour que le produit scalaire de module de f et module de f', ça marche. Voilà, il faut qu'on ait un lambda, bon, qui doit être forcément positif, parce que ça c'est non positif, mais ça on s'en fout, tel que ça. Ok? Donc, bah, du coup, comme je sais que module de f' c'est L, hein, c'est constant, bah, du coup, il faut qu'il existe un lambda tel que pour tout t, module de f de t soit une constante, lambda fois L. Mais voilà, si f de t, vous voyez, c'est x de t plus y de t, son module est constante, bah, ça veut dire que c'est un cercle, hein, la courbe. Okay. Tous les points de f de t, d'accord, tous les points de module de f de t sont toujours constants, bah, c'est-à-dire qu'ils sont sur un cercle de rayon lambda L, quoi. Donc ma courbe, c'est un cercle. Là, réciproquement, si je prends que la courbe est un cercle, bah, ce que j'ai dit au début, le périmètre c'est 2πr et la surface c'est πr2, et bah, donc on voit bien qu'on a l'égalité L au carré égale 4pi fois la surface. Et donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. On en a fini avec les séries de Fourier. Bah écoutez, bravo à ceux qui sont arrivés jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures mathématiques.